Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 3e numéro de l'émission d'Acrimed chez Blast, 4e pouvoir. Au soir des élections européennes, le 9 juin, les deux principaux partis d'extrême droite en France, le Rassemblement national et Reconquête, ont cumulé près de 37% des suffrages exprimés. À lui seul, le parti de Marine Le Pen récolte plus du double des voix de la majorité présidentielle. Sur les plateaux, comme lors des entre-deux tours, certains commentateurs et journalistes font grise mine ou surjouent la stupéfaction. Est-ce que vous avez aussi conscience qu'avec cette décision, le président de la République prend le risque que pour la première fois, le Rassemblement national accède au pouvoir ? Est-ce que, vous qui le connaissez bien, il a cette conscience-là que peut-être cette décision prise le 9 juin au soir aboutira à la prise de pouvoir à une majorité à l'Assemblée nationale du Rassemblement national ? Mais c'est un peu comme des serpents qui se mordent la queue. Car pendant plusieurs mois, les médias dominants n'ont cessé de renforcer la notoriété publique de la tête de liste du RN, Jordan Bardella. Tous supports confondus, presse, TV, radio, ce candidat a été de très loin le plus médiatisé au cours du dernier mois de campagne, bien plus que le candidat suivant, Raphaël Glucksmann. 17 309 mentions selon une étude publiée dans le journal Ouest France, soit une surface médiatique, par exemple, plus de 3 fois supérieure à celle de Manon Aubry, LFI, et près de 5 fois supérieure à celle de Marie Toussaint pour Europe Écologie Les Verts. Ce décompte confirme les tendances que nous vous présentions dans le précédent épisode de cette émission entre les mois de janvier et avril. Dans la presse, Jordan Bardella était déjà le plus cité, et pas du tout en note de bas de page. En 4 mois, il est notamment le candidat qui est le plus apparu en une des principaux hebdomadaires. Que ses couvertures aient été critiques ou non n'invalide pas le fait principal. Le RN est central dans le débat public. À ça, s'est évidemment ajoutée la polarisation de l'agenda médiatique autour d'un duel Renaissance-RN, France 2 allant jusqu'à organiser un débat de prime time entre le candidat du RN et le Premier ministre Gabriel Attal, qui n'était pourtant pas candidat à ces élections européennes. Dans la roue du service public, les médias ont reproduit la même hiérarchie en commentant ce match jusqu'à la nausée pour un seul résultat : mutiler le pluralisme, peser sur le processus électoral et promouvoir l'extrême droite. Mais au lendemain du scrutin, face aux critiques qui leur sont adressées, les commentateurs les plus en vue font ce qu'ils savent faire de mieux : balayer toute remise en cause d'un revers de main. Les médias aussi ont une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé formidable aujourd'hui. quand même. On vous interroge sur votre programme politique, vos positions, et vous répondez soit les sondages, soit les médias. La règle d'équité, vous l'interprétez comme vous le voulez, et la réalité, non mais ça fait 30 ans que le Front National et le RN montent, c'est pas vous parlez pas des dernières. Oui, mais ça fait combien des causes réelles. Ça fait oui, les causes réelles. Oui, bien sûr, Vous avez raison. Pardon, mais l'Arcom nous impose des temps de parole pour chaque candidat. Eh bien, expliquez-moi pourquoi dans ces cas-là, les chiffres. N'accusez pas les médias, s'il vous plaît. Pourtant, autant le dire sans détour, la responsabilité des médias dominants dans la normalisation de l'extrême droite est écrasante. Et bien sûr, elle ne date pas d'hier. Oui. Pourquoi l'extrême droite ne fait-elle plus peur en 2022 ? On peut poser la question de cette manière-là. Alors il se trouve que beaucoup de gens continuent d'en avoir peur. Mais ceci dit, ça reste une bonne question. Mais puisque les journalistes sont incapables de se regarder dans le miroir pour y répondre, on va tenter de le faire pour eux. Parce que la presse est libre et la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. Vous êtes sérieux là ? Qui dans ce pays défend les boîtes du CAC 40 à part moi, Rémi ? Qui ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser, tant penser. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Les journalistes sont des cons, des contre-pouvoirs dans une société. C'est une plaisanterie. Non, tout de suite là. Ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Il faut rappeler, en préambule, que l'enracinement frontiste dans la société française est le fruit de crises multiples, économiques, sociales et politiques, à l'œuvre depuis les années 70. Sur ce point, nous renvoyons aux travaux d'Hugo Paletta, qui ont pour objet d'analyser le processus de fascisation à l'œuvre en France et de comprendre, je cite, comment un danger fasciste incarné par le FN s'est engendré et renforcé à partir d'une certaine configuration politique du capitalisme français. Le tournant libéral des politiques publiques, le durcissement autoritaire de l'État, le renforcement du nationalisme et du racisme, la montée du Front National et enfin, l'affaiblissement politique du prolétariat. La menace fasciste surgit de l'interaction entre ces différentes dynamiques qui renvoient chacune à des logiques, des temporalités, des acteurs spécifiques, tout en s'entretenant les unes les autres.
Dans ce processus, si les médias ne sont évidemment pas les seuls acteurs, ils n'en restent pas moins centraux. En tant que co-organisateurs du débat public, en tant que producteurs d'information et de représentation du monde social, ils contribuent en effet depuis plusieurs décennies à la banalisation des idées d'extrême droite et, plus spécifiquement, à la crédibilisation du RN. Le phénomène s'est encore accéléré à partir de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Alors bien sûr, puisque le champ journalistique est structurellement subordonné au champ politique et qu'en même temps ils sont interdépendants, ça explique en grande partie la droitisation continue du débat public. Mais il faut comprendre comment tout cela se traduit et quels mécanismes propres aux médias ont accompagné et renforcé la légitimation, pour ne pas dire la promotion de l'extrême droite sur le long terme. On va en détailler 4. Dans un premier temps, la consolidation d'un pôle médiatique réactionnaire. Ensuite, la prédominance et la légitimation médiatique des obsessions historiques de l'extrême droite. Puis, on va parler de la dépolitisation et de la pipolisation de l'extrême droite. Et enfin, on va parler du traitement indigent des questions sociales, écologiques, internationales, etc. au profit du RN et de la diabolisation outrancière de la gauche. Alors c'est parti. On va commencer par le plus évident, à savoir la consolidation d'un pôle réactionnaire au sein du champ journalistique. Pour qui s'intéresse à ce phénomène, la prédation de Vincent Bolloré sur le monde de l'information et de la culture au cours des 10 dernières années est à la fois une pièce centrale du puzzle et la face émergée de l'iceberg. On ne va pas refaire l'histoire en détail, elle est maintenant connue. Engagé dans un combat civilisationnel d'extrême droite, l'industriel milliardaire accroît sa sphère d'influence à mesure qu'il accumule les acquisitions médiatiques. Mise au pas du groupe Canal+, Casdi Télé devenu CNews, rachat du groupe Prisma et de son catalogue de presse magazine, mainmise sur l'édition, prise de contrôle des médias Lagardère, le Journal du Dimanche, Paris Match, Europe 1, sans oublier d'autres maillons de la chaîne de production et de diffusion de l'information et de la culture. Salles de spectacle, instituts de sondage, agences de communication, etc. Le phénomène de concentration horizontale et verticale joue à plein au service de l'édification d'un véritable empire médiatique. Je suis démocrate chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila. Face à cela, les pouvoirs publics sont au choix indifférents, complaisants ou facilitateurs, notamment parce qu'ils ont renoncé de longue date à entreprendre toute mesure ambitieuse et contraignante en matière de propriété et de concentration des moyens d'information et de communication. Le résultat, eh bien vous le connaissez, des médias réactionnaires prospères, qui conjuguent une ligne éditoriale d'extrême droite xénophobe et raciste, un management interne autoritaire et une politique de réduction des coûts. Pendant la dernière campagne présidentielle, en 2022, la chercheuse Claire Secaille a montré qu'entre septembre et décembre 2021, dans l'émission Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna, 53% du temps d'antenne consacré au contenu politique a été occupé par l'extrême droite, donc 45% pour le seul Éric Zemmour. Et cette famille politique est restée celle qui a été la plus exposée entre janvier et mars 2022, à hauteur de 40,5%. Les tendances sont identiques en temps ordinaire et sur d'autres médias du groupe. Prenons l'exemple d'Europe 1. Entre le 28 août et le 29 décembre 2023, dans la grande interview de Sonia Mabrouk, les élus de la majorité présidentielle, de droite et d'extrême droite, ont par exemple accaparé 93% des invitations réservées au personnel politique. Et les invités restants, journalistes, experts, universitaires, etc., n'ont pas dérogé à cette orientation. En 4 mois, ce sont au total 71 invités sur 75 qui ont dispensé des argumentaires et des visions du monde représentatives de courants conservateurs ou ultra-réactionnaires. Il en va de même dans l'interview animée par Dimitri Pavlenko, diffusée un peu plus tôt sur l'antenne. Et ce n'est pas tout, car concernant ce créneau, le plus important réside dans l'observation suivante. De manière quasi systématique, Dimitri Pavlenko impose les cadrages de droite et d'extrême droite pour aborder les informations à son agenda, avec un primat donné au ton spectaculaire et alarmiste. Bienvenue sur Europe 1. Alors avant de vous donner la parole, je mets en garde les parents qui nous écoutent. Il y a de jeunes oreilles à proximité, peut-être les éloigner, car le témoignage que vous allez nous livrer ce matin sur Europe 1, Christine, est particulièrement atroce. Le 18 octobre dernier, votre belle-sœur, Fabienne, 68 ans, est retrouvée chez elle, la gorge tranchée. À l'autopsie, les médecins vont évoquer des actes de torture et de barbarie. Que s'est-il passé, Christine ? Même lorsque l'immigration ou l'insécurité ne sont pas à l'agenda,
Les prismes sécuritaires, identitaires et xénophobes gangrènent les entretiens. Vous avez publié il y a quelques jours dans Le Figaro une tribune démontrant que la baisse du niveau scolaire français, telle que mesurée par le classement PISA encore très récemment, eh bien ça s'explique en partie par l'immigration. Et comme le veut l'ADN de l'extrême droite, les contre-pouvoirs sont méthodiquement pilonnés. Vous ciblez la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle joue contre les Français. Il y a un obstacle aujourd'hui, c'est une sorte de Cour suprême, la CNIL, qui empêche d'avoir un débat serein et éclairé sur la vidéosurveillance. La CIMAD, le GISTI, France Terre d'Asile, Utopia 56, il y en a beaucoup d'autres. Elle milite pour l'accueil inconditionnel des migrants et met l'État en accusation, État qui les finance pourtant extrêmement généreusement. Alors, première question, Agnès Verdier-Molinier, vous avez enquêté sur ce sujet. Combien les associations d'aide aux migrants perçoivent-elles d'argent public ? C'est donc une évidence. Les canaux de Bolloré se situent à l'avant-poste de la contre-révolution réactionnaire. Pour autant, il est impératif de déconstruire un mythe très en vogue chez les journalistes, celui qui postule une étanchéité entre les médias Bolloré et le reste du paysage de l'information. D'abord, parce que les médias Bolloré ont un rôle moteur dans les emballements réactionnaires sur lesquels embrayent tout ou partie des rédactions et que leur pression fonctionne, au point, dernièrement, d'arriver à faire virer l'humoriste Guillaume Meurice avec la complicité affligeante de la direction de Radio France. Ensuite, parce que nombre de médias respectables ont contribué à co-construire le capital médiatique et la crédibilité des têtes de gondole de l'extrême droite. Le cas d'Éric Zemmour est sans doute le plus exemplaire. Pilier du Figaro et du Figaro Magazine entre 1996 et 2021, il a notamment travaillé pour Marianne, RTL et iTélé, en plus d'avoir été le chroniqueur salarié le plus longtemps à l'antenne de l'émission On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier sur France 2. En particulier dans les années 2010, ses ouvrages ont fait l'objet d'un battage médiatique systématique. Donc il faut être clair. Lorsque CNews lui a offert une vitrine de premier plan dans l'émission Face à l'info, en 2019, la chaîne n'a fait que capitaliser sur une notoriété entretenue pendant 30 ans dans et par les médias dominants. Quel a été le résultat ? Une hystérie journalistique collective autour de sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, dont on vous a déjà parlé dans l'épisode précédent, avec des journalistes qui, la plupart du temps, ont renoncé à contrecarrer ces thèses. Nous sommes en train de changer de civilisation parce que nous sommes en train de changer de peuple. C'est pas une petite chose. Ça fait des années, Éric Zemmour, ça fait des années que je vous entends dire Absolument. ça, que tout le monde vous entend dire ça. Et c'est même votre propre fils, vous l'écrivez dans le livre, qui vous dit « Le diagnostic, tu l'as fait depuis longtemps, maintenant il faut agir ». Absolument. Mais là encore, le phénomène Zemmour n'est que le symptôme le plus visible de la droitisation des médias dominants. Prenons un autre exemple, celui de la surface médiatique de Valeurs Actuelles, un hebdomadaire d'extrême droite bénéficiant de relations étroites avec la bourgeoisie politique et patronale. En 2020, le sociologue Abdelali Ajat démontrait 2 choses majeures à ce sujet. La première, c'est que la plupart des journalistes et chroniqueurs du titre avaient auparavant officié aux Échos, à l'Express, au Point et surtout au Figaro. La seconde, c'est qu'au cours des décennies 2000 et 2010, alors qu'ils travaillaient à Valeurs Actuelles, les vedettes du journal ont bénéficié, je cite, d'une surreprésentation dans certaines chaînes en tant qu'invités, animateurs ou chroniqueurs, notamment sur RMC, Europe 1 et LCI. Il ne s'agit pas d'affirmer que toutes les lignes éditoriales se valent, mais bien de souligner un continuum dans la circulation médiatique des commentateurs réactionnaires et, par conséquent, des discours et des idées qu'ils colportent, auxquels les chefferies médiatiques sont donc accoutumées de très longue date. C'est là un problème majeur pour quiconque s'inquiète du pluralisme dans les médias. La surexposition et la complaisance des chefferies éditoriales à l'égard de ceux que le journaliste Sébastien Fontenelle appelle les empoisonneurs. Et ce, dans des médias qui n'ont jamais été soumis à une quelconque emprise de Bolloré. Vous avez forcément croisé leur route. Les journalistes réactionnaires, y compris des blogueurs de la fachosphère et même des militants identitaires reconvertis en chroniqueurs, les VRP du Rassemblement national, les intellectuels médiatiques racistes adeptes du « on ne peut plus rien dire », sans oublier, bien sûr, les militants de l'extrême centre et toute leur bande de francs-tireurs qui partagent et alimentent partie des obsessions de l'extrême droite, notamment sur la base d'une détestation viscérale de la France insoumise. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon, et si le vote blanc était impossible, si il était interdit de s'abstenir, si le vote était obligatoire, bref, si on n'avait pas le choix,
s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterai pour la première avant d'entrer en résistance. Dans le paysage médiatique, ces agitateurs sont indéboulonnables. Ils sont des carburants de l'extrême droite et contribuent à l'appauvrissement du débat public. Le problème, c'est que rentrée après rentrée, les mercatos médiatiques ont favorisé ces mouvances, marginalisant toujours plus les personnalités politiques, associatives, intellectuelles qui seraient en capacité d'apporter une contradiction étayée aux thèses droitières, sécuritaires et xénophobes. Mais aussi les militants antifascistes et antiracistes, ou simplement des citoyens lambda, régulièrement visés par les matraquages islamophobes et racistes. Un exemple. En 2019, en pleine séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'élu RN Julien Audoul sommette une mère d'élève de retirer son foulard. En une semaine, Libération a dénombré pas moins de 85 émissions consacrées au voile sur les 4 chaînes d'information en continu. 286 invitations ont été passées. Aucune femme portant le voile n'est apparue sur les écrans. Mais l'islamophobie est allée bon train. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Et moi, je déteste la religion. Mais non, mais vous tenez très bien. Cet exemple fait une bonne transition vers le deuxième point de cette vidéo. La centralité des préoccupations historiques de l'extrême droite dans l'agenda médiatique. L'immigration, l'insécurité, l'islam. C'est un phénomène qui date. Dans les années 80 et 90, TF1, Le Figaro ou Le Point ont en effet régulièrement porté ces sujets à la une. Le thème de l'insécurité, par exemple, a fait l'objet en moyenne de 987 sujets par semaine dans les journaux télévisés au cours des 4 mois précédant le second tour de l'élection présidentielle de 2002, celle où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. L'INA note encore qu'entre 2006 et 2015, je cite, « L'étude des éditions du soir des journaux de TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6 montre que la thématique des migrations est durablement installée dans l'actualité, avec une moyenne de 2,3 sujets par jour. Or, dès que l'un ou plusieurs des termes du triptyque immigration, islam, insécurité occupent l'agenda médiatique, c'est à travers le cadrage et les grilles de lecture des droites qu'ils sont discutés. L'immigration est présentée comme une menace à endiguer, l'insécurité comme un ensauvagement dont il faut durcir la répression pénale, en particulier dans les quartiers populaires, et l'islam comme un ennemi intérieur à suspecter, si ce n'est à combattre. Peut-on être, comme le dit le ministre de l'Intérieur, gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants? Comment trouver le bon équilibre entre humanité... L'enjeu, c'est de sortir de la précarité des dizaines de milliers de personnes. ...et fermeté. C'est un appel d'air à l'immigration illégale. Alors le constat que vous dressez est sans équivoque, je vous cite, vous dites « Si les tendances actuelles se poursuivent, dans les années qui viennent, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. » Vous êtes en train de nous dire, Bruno Tertrais, que la France va changer. Il y a trop d'immigrants en France, comme le dit le Rassemblement national ou le parti d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'on en accueille trop? Ces raccourcis ne sont évidemment pas le fait de tous les médias, mais ils constituent des tendances lourdes, en particulier, on le voit dans l'audiovisuel, mais aussi dans une large partie des hebdomadaires. Regardez cette une du Figaro Magazine. Elle date du 26 octobre 1985. La suite de l'histoire n'a pas démenti les obsessions de la presse magazine, qui aura inlassablement fait ses choux gras de la peur de l'islam, avec des unes systématiquement racoleuses, inquiétantes et sensationnalistes. Et c'est ainsi que de banalisation en surenchère, un mot d'ordre raciste comme le grand remplacement peut se retrouver à la une d'une émission phare du service public. Le 23 septembre 2021, sur France 2, en plus d'organiser un débat entre Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, Léa Salamé et Thomas Soto ont estimé judicieux de lancer et relancer leurs invités sur un concept popularisé par Renaud Camus, puis Éric Zemmour, revendiqué par plusieurs néo-nazis dans des attentats suprémacistes. Éric Zemmour, lui, il veut l'immigration zéro. Il prévient, si on ne l'écoute pas, bientôt la France sera une république islamique. Moi, je voudrais que vous nous disiez, l'un et l'autre, si vous êtes d'accord ou pas avec Éric Zemmour. Si sa théorie du grand remplacement, puisqu'on en parle beaucoup en cette rentrée, vous pensez qu'elle est juste, que dans 50 ans ou dans 100 ans, la France sera une république islamique si on ne fait rien comme il le dit, ou si c'est un pur fantasme, ou s'il y a du vrai dans ce qu'il dit? Je voudrais que vous donniez votre avis l'un et l'autre. Le bout du chemin, c'est la république islamique dont parle Éric Zemmour? C'est votre conviction? Gérard, sur le grand remplacement, c'est du fantasme, ce que dit Zemmour, ou il y a du vrai? Madame Pécresse a répondu. C'est le grand remplacement. En gros, le remplacement des populations judéo-chrétiennes par les populations musulmanes. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est un fantasme? Madame Pécresse a répondu. Alors qu'est-ce que ça nous dit?
que si les médias Bolloré sont un problème, et un problème énorme, ils ne peuvent pas indéfiniment être l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est la légitimation d'idées racistes et réactionnaires jusque dans les émissions les plus acceptables par les professionnels les plus haut placés et les plus valorisés dans la hiérarchie journalistique. C'est un nivellement général par le bas et par la droite des médias généralistes. Car dans un tel environnement et dans de tels dispositifs, vous imaginez bien que les commentateurs réactionnaires évoluent comme des poissons dans l'eau. L'essentiel, c'est qu'ils n'ont pas à remettre en cause les cadrages des débats, puisque désormais, leurs idées y font office de prêt-à-penser. Et puisque les diagnostics historiques de l'extrême droite sont considérés comme des acquis, seules sont discutées les solutions. Bonsoir Éric Zemmour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le phénomène politique de cette rentrée. Dans les sondages, on vous met entre 9 et 11% d'intention de vote. Donc ma question est ce soir, la question qu'on va se poser, c'est jusqu'où vous pouvez aller ? Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller politiquement ? Jusqu'où vous pouvez aller intellectuellement ? Jusqu'où vous pouvez aller sur la place des femmes, sur la société ? Et dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est au-delà des constats que vous posez, c'est évidemment de commencer à entrevoir quelques-unes des solutions ou des réponses que vous apportez. Or, là-dessus encore, le périmètre de ce qui est médiatiquement acceptable va généralement de la droite à l'extrême droite. Totalement marginalisés, les intervenants capables de contredire ces thèses ou souhaitant faire valoir d'autres cadrages, sociaux notamment, se voient systématiquement disqualifiés, accusés d'angélisme, d'ingénuité ou de laxisme. Je voulais vous entendre sur l'immigration. Vous assumez clairement une position assez dure, loin de l'angélisme de la gauche sur le sujet de l'immigration. Vous dites il faut combattre le slogan facile de « accueillez-les tous ». Vous dites l'immigration pèse sur les conditions de vie des plus modestes et vous promettez des propositions détonnantes sur l'immigration. Moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France ? Et comme si ce n'était pas suffisant, les commentateurs de droite passent leur temps à sommer la gauche de s'aligner sur les préoccupations des droites. Une gauche qui ne s'occupe pas de réguler l'immigration, qui ne prend pas en charge la sécurité, qui ne lutte pas contre l'islamisme, on peut dire ce qu'on veut en Europe, on a tous les cas de figure, ça ne marchera pas. Lorsqu'Éric Zemmour dit elle est incapable, Daniel Obono, de dire vive la France. Écoutez, monsieur Bourdin, ne participez pas à ça. C'est une polémique. Monsieur Bourdin, comment osez-vous aujourd'hui, au bout de 3 ans, reprendre cette attaque ? J'ai été enjoint de le dire. Et pourquoi moi, je suis obligé de le dire comme ça, sur commande ? Pourquoi on ne vous demande jamais à vous, monsieur Bourdin, de le dire ? Non, c'est pas la question. Moi, j'aime la France. Monsieur, c'est pas la question. C'est pas la question. On vous le demande pas à vous. Cette tendance s'exacerbe évidemment par temps de crise, au cours desquels les chefferies médiatiques donnent systématiquement la priorité aux intervenants identifiés et présentés comme des spécialistes de l'ordre. Élus de droite et d'extrême droite du côté du champ politique, forces de l'ordre et pyromanes de l'insécurité du côté des experts médiatiques. On rembobine par exemple en 2020. Après l'abominable assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre, le flux médiatique s'est changé en un vaste torrent réactionnaire. Dans la semaine ayant suivi l'attentat, les matinales de 11 grands médias, télé et radio, ont réservé pas moins de 9 fauteuils politiques sur 10 aux membres du gouvernement, de la droite et du RN. Idem sur BFM TV, où plus des 3/4 des représentants politiques passés sur la chaîne entre le 17 et le 21 octobre 2020 ont été des voix de la majorité et de ses alliés de centre-droit, de la droite et de l'extrême droite. La gauche est restée partout à la porte, y compris des quotidiens nationaux. Du 19 au 25 octobre 2020, dans les pages du Parisien, du Monde, du Figaro et de Libération, aucun représentant étiqueté EELV, LFI ou PCF n'a figuré au compteur des invités politiques interviewés ou sollicités en tribune. Alors évidemment, mécaniquement, ça s'est ressenti dans l'agenda et dans les contenus diffusés. À l'époque, Samuel Gontier avait qualifié cette séquence de concours l'épine des idées d'extrême droite en listant les slogans diffusés pêle-mêle par la télévision. Abandon de l'état de droit, rétablissement du bagne, restauration de la Cour de sûreté de l'État, retour du service militaire, déchéance de nationalité, retrait de la Convention européenne des droits de l'homme, obligation de porter des prénoms français, etc. Ce qui est donc important à comprendre, c'est ça. Comment, sur le long terme,
c'est-à-dire plusieurs décennies, le bruit médiatique dominant aura largement acclimaté les publics à des visions du monde réactionnaires, crédibilisé les idées d'extrême droite, légitimé et conforté les affects qui structurent en grande partie le vote RN. Racisme, peur de l'insécurité, et nous y reviendrons, perte totale de croyance dans la justice sociale et dans la possibilité d'une transformation radicale et progressiste de l'ordre établi. Alors bien sûr, on vous le disait en début d'émission, ce phénomène a tout à voir avec la droitisation du champ politique depuis les années 70 et 80. Les responsables politiques ont progressivement légitimé les slogans sécuritaires, y compris la gauche de gouvernement, à mesure que l'UMP radicalisait son discours. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais aussi les mots d'ordre autoritaires, nationalistes et identitaires. Le terme « nettoyer » au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Ça s'est encore accéléré au cours des années 2010 et plus encore à partir de 2015, à la suite de la série d'attentats qui ont endeuillé le pays. L'avènement d'Emmanuel Macron n'a pas démenti cette tendance, bien au contraire. Ces différents gouvernements ont entravé méthodiquement les conquis sociaux des travailleurs, les libertés publiques et les droits des étrangers. Le néolibéralisme autoritaire a emprunté au répertoire de l'extrême droite, à son vocabulaire, et lui a donc ouvert un boulevard, avec les conséquences qu'on subit aujourd'hui. Parallèlement, le mode de propriété capitalistique des moyens d'information a lui aussi concouru à la droitisation sans fin du débat public. Ce mode de propriété, il impose des objectifs de rentabilité et crée les contraintes commerciales que vous connaissez. Dépendance aux recettes publicitaires et alignement sur l'audimat, rapport de concurrence, politique d'austérité budgétaire, etc. Les conséquences sur l'aspect éditorial, c'est une production de contenu toujours accrue, dans des conditions de travail toujours plus dégradées, et donc, mécaniquement, un sacrifice de l'enquête et du reportage qui coûte beaucoup plus cher et qui nécessite beaucoup plus de temps. C'est en grande partie ce qui explique la low-costisation de l'information, mais aussi les routines journalistiques dont Acrimed ne cesse de dénoncer le rôle dans la banalisation de l'extrême droite. Par exemple, tayloriser la production de magazines alarmistes, où la parole est majoritairement captée par les élus et les institutions policières. Monter en épingle les faits divers sur fond de journalisme de préfecture triomphant et faire barrage à toute critique sérieuse et documentée de l'institution policière avec un même slogan, rétablir l'ordre. Enchaîner les reportages préfabriqués sur la banlieue et reproduire les stéréotypes qui stigmatisent inlassablement les habitants des quartiers populaires. Agiter le spectre d'une laïcité menacée sur la base de sondages boiteux et de une aussi fallacieuse que spectaculaire. Démultiplier les plateaux de bavardage où les fast-thinkers de droite alternent les platitudes, les provocations et les contre-vérités sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, etc. On n'a évidemment pas le temps de tout vous détailler ici. Mais si vous voulez creuser la question, on vous renvoie bien sûr aux articles d'Acrimed, au podcast de la grande journée que nous avions co-organisé avec Visa contre la banalisation médiatique de l'extrême droite, mais aussi aux travaux de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales essentiels sur cette question. Annie Kolovald, Laurent Bonelli, Thomas Deltombe, Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan, Abdelali Ajat et Marwan Mohamed, pour n'en citer que quelques-uns. Toutes et tous abordent la question médiatique dans leurs travaux. Venons-en à une troisième tendance absolument essentielle pour comprendre la banalisation. Il s'agit du mode de traitement dominant de l'extrême droite, ce qu'Acrimed appelle le journalisme de dédiabolisation. Dans le dernier épisode, on vous a beaucoup parlé de personnalisation. Et bien souvent, dans les grands médias généralistes, ça rime avec pipolisation. Depuis des années, les médias rivalisent de sagas sur la famille Le Pen. Paris Match aligne les portraits dégoulinants de complaisance, appelant Jordan Bardella par son prénom pour le décrire en bon vivant et fin gourmet, raconter sa passion pour les pâtes à l'italienne, ou encore dépeindre Marine Le Pen comme une mère à chat, je cite, qu'elle élève avec une douceur et un soin extrêmes. Dans le microcosme médiatique, le sujet passionne les foules. RMC, 13 décembre 2021. Si vous allez à l'Élysée, vous emmènerez vos 6 chats à l'Élysée? Pas de labrador à l'Élysée avec vous. Non, 6 chats. Vous avez 6 chats, c'est ça? J'ai 6 chats, oui. Donc les 6 iront à l'Élysée. Exactement. Et les noms de vos 6 chats, vous les connaissez tous, les noms?
Je connais les noms de mes 6 chats, vous plaisantez, j'espère. Non, bah allez-y. Eh bien, c'est là-dessus que nous terminons ce Face au GG. Merci Marine Le Pen d'être passée face au GG. Merci beaucoup. Bonne campagne. Sur M6, c'est encore Karine Le Marchand qui l'invite sur le divan pour une séance de franche rigolade. Miss Bonne Humeur, ça revient tout le temps. Oui, mais je suis une femme joyeuse. Depuis quelques années, Marine Le Pen vit en colocation avec Ingrid, son amie d'enfance. Moi, je trouve ça super moderne d'habiter avec sa copine. Quelle famille, quand même. Vous vous sentez comme un phénix. Il y a une émotion, hein. Regardez quand même vos proches qui parlent de vous. Ah. Mais vous je suis agricultrice, je suis... bien sûr. Mais je vais vous trouver un mec. Marine, c'est quoi votre type de mec? Mais je ne veux pas. Les médias publics ne sont pas en reste. En janvier 2022, dans un module vidéo diffusé sur Facebook, YouTube et Twitter, France Inter confronte Marine Le Pen au journalisme. Ah bah, le jour où j'ai explosé, à 8 ans, où notre immeuble a explosé. Extrêmement ancien. J'ai toujours vécu en fait avec des chats. Je pense que c'est la fois où je suis partie dans une émission après une réunion. On a quand même beaucoup rigolé. Et sur France 2, en 2019, le journaliste Thomas Soto porte le mélange des genres à son comble, en plein cœur de la grande émission politique regardée par des millions de téléspectateurs. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà donc le bureau de la présidente. Vous aimez pas trop parler de vous comme ça, ce qu'on va faire là? J'aime pas trop. Je vous sens pas très à l'aise. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis pudique. C'est quand même votre amoureux là, je vois. Ah bah oui. Ouais. Je vois vos enfants, mais je vois pas votre père pour le coup en photo. Est-ce que vous avez souffert pendant cette période ou pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez eu le choix de votre vie? Vous préfériez élever des chats que de remettre la robe d'avocate? Oh oui. Donc c'est vrai, c'est pas une légende Marine Le Pen et ses chats? Ah non, c'est pas une légende. Elle va avoir des petits. Elle s'appelle comment? Jazz. Donc je suis sur le qui-vive. Mais le mal est encore plus profond, parce qu'en réalité, c'est le journalisme politique en lui-même qui dépolitise et entretient donc la normalisation de l'extrême droite. On vous l'a raconté longuement. Les journalistes résument la vie politique à une mise en scène théâtralisée du jeu politicien au détriment des enjeux de fond. Ils commentent les coulisses, les petites phrases, les stratégies, les coups du personnel politique, les arrangements partisans, les talents rhétoriques, l'efficacité des plans de com, la popularité sondagière, etc. Ce traitement dépolitisé s'exacerbe lors des campagnes électorales et modèle depuis des décennies une vision politicienne de la politique qui aura largement bénéficié au RN parce qu'il contribue à détourner de larges fractions de la population de la politique, en particulier dans les classes populaires. Et c'est avec ces mêmes lunettes que les journalistes politiques traitent les partis d'extrême droite. Un journalisme de commentaires ou de storytelling qui paraphrase en permanence leur communication sous couvert de décryptage. À quoi ça ressemble? À ce que vous lisez régulièrement et entendez partout, sur toutes les chaînes. C'est dans l'air, France 5, 11 avril 2022. Brice Teinturier de l'Institut Ipsos. Marine Le Pen n'est plus la représentante aux yeux des Français de la famille de l'extrême droite. Elle est devenue, je ne vais pas dire une sorte de tata qui distribue des bisous, mais il y a un peu de ça. Neila Latrousse, ex-France Info, aujourd'hui journaliste sur BFM TV. Il y a eu aussi la donne d'un Éric Zemmour qui, de fait, en comparaison, a fait passer Marine Le Pen pour une candidate beaucoup plus soft, beaucoup plus douce et plus consensuelle. Caroline Roux, journaliste et présentatrice à France TV. Marine Le Pen se dépeint en adversaire du pouvoir de l'argent. Elle évoque l'unité du pays, le rassemblement. Elle dit qu'elle veut recoudre les fractures françaises. On n'a pas du tout l'impression d'entendre un discours de candidate du RN. Pendant ou hors périodes électorales, c'est un festival de dédiabolisation en actes. Marine Le Pen, ça n'est pas la même qu'il y a 5 ans. Et a beaucoup d'égards. La tactique de Marine Le Pen ces derniers jours, c'est la présidentialisation, y compris dans la tenue vestimentaire, dans le pas lent. On a eu quelqu'un d'assez consensuel et qui était dans le constat, et finalement son constat, on pouvait le partager. Globalement, elle est hyper dédiabolisée et elle a travaillé et elle n'est plus excessive comme elle pouvait l'être avant, ni pas très professionnelle. Une stratégie très fine de Marine Le Pen, qui est un animal politique hors norme. Il faut dire les choses. Vraiment, c'est une bête politique. Éric Zemmour, par son dogmatisme et sa violence, a rendu Marine Le Pen gentille, fréquentable et républicaine. Une démarche présidentielle. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, Marine Le Pen? C'est la candidate des chats et du pouvoir d'achat. Elle tisse le lien entre elle et les gens pour les appeler à voter davantage, pour les convaincre aussi qu'elle les protégera. Marine Le Pen
pour gagner au second tour, a besoin d'apparaître comme la candidate du vote utile anti-Macron. Douce, acceptable, respectable, en un seul mot, présidentiable. En lieu et place de journalistes, on a donc ni plus ni moins que des communicants qui télégraphient les éléments de langage et apportent du crédit aux représentants du RN. En leur absence, mais aussi en leur présence, puisque lors des interviews, la contradiction de fond est rarement au rendez-vous. À tel point que Jordan Bardella puisse se féliciter d'une normalisation de ses relations avec la première radio de France. La matinale d'Inter de 2022 n'est pas celle de 2019. La considération réciproque a changé, confiait-il récemment à l'Obs. Le 7 février 2022, sur cette même antenne, Zemmour déclarait, je cite, qu'il ne peut pas y avoir deux civilisations sur un même territoire, que toutes les banlieues françaises étaient l'Afghanistan, que Pétain et le régime de Vichy avaient protégé les juifs français et que l'audiovisuel public se livrait à de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke. Le tout sans aucune contradiction de la part des matinaliers, ce qui leur a valu les félicitations de Catherine Neil, la directrice de l'information de France Inter. Je loue par ailleurs la sérénité et l'apparente placidité de Léa Salamé et de Nicolas Demorance. Ça n'est pas très agréable et ça n'est pas facile de ne pas réagir de manière virulente à ces propos. Et pourtant, c'est comme ça qu'il fallait le prendre. En revanche, quand des journalistes font simplement leur travail, c'est la sanction. En décembre 2023, après son interview de Jordan Bardella jugée trop musclée, la journaliste de RCI Guadeloupe, Barbara Olivier-Zandronis, a été écartée de la présentation du 13h par la direction. Elle réagissait auprès d'Arrêt sur Image. J'ai été surprise d'apprendre que le directeur de RCI Guadeloupe, Hervé de Haro, avait présenté ses excuses à Jordan Bardella. Le rédacteur en chef m'a dit que mon entretien n'était pas du journalisme. Puis, j'ai été reçue par le directeur, qui m'a dit la même chose. Qu'il s'agissait d'une interview de militante, pas de journaliste. La faillite journalistique est patente, car en dehors de quelques îlots dans la presse, notamment à Libération, le travail de reportage et d'enquête sur les pratiques et les politiques concrètes de l'extrême droite est quasiment inexistant. Et en période électorale, l'information de fond sur leur programme passe à la trappe. La preuve, les journalistes les plus éminents admettent s'y intéresser uniquement pendant les entre-deux tours. La candidate du Rassemblement national n'a pas fait le plus dur. Jusque-là, elle a parlé de ses chats, c'était la campagne Miaou. Depuis dimanche soir, c'est une toute autre histoire. Elle a des questions bien plus précises sur son programme, elle doit se dévoiler. Progressivement, il commence à dévoiler, au fond, la réalité de son projet et je trouve que ça devient inquiétant. À la fois sur les institutions, à la fois sur l'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a plus le paratonnerre Zemmour, donc on regarde vraiment son programme tel qu'il est écrit et effectivement, sur l'Europe, sur les institutions, on peut s'interroger. Ce que nous enseigne aussi ces extraits, c'est que beaucoup de commentateurs s'alarment de la position du RN sur l'Europe, de sa compétence à gouverner, etc. Mais qu'il ne se trouve plus grand monde, voire plus personne, pour alerter sur ce qui constitue pourtant la colonne vertébrale de ce parti, la préférence nationale, et sur ce que ce principe signifie, l'instauration d'un système socio-économique discriminatoire, raciste et xénophobe. Mais compte tenu des discours médiatiques ambiants, est-ce qu'on peut encore s'en étonner ? Dominique Régnier, France 5, 29 septembre 2021. Marine Le Pen n'a jamais véritablement eu de discours radicaux. Moi, je n'ai jamais vu de propos racistes dans un meeting. Admirez encore cette fabuleuse opération de communication signée Audrey Crespo-Mara à une semaine du second tour en 2022 sur TF1, 2,31 millions de téléspectateurs. Marine Le Pen se présente pour la 3e fois à la présidentielle et espère bien obtenir sa revanche sur 2017. Pour elle, qui veille à lisser son image, la priorité est de faire la preuve de sa crédibilité. Elle nous confiera aussi vers qui ira sa première pensée sur un plan purement personnel si elle est élue et s'il s'agit de sa dernière candidature. Je voudrais savoir comment vous abordez cette dernière semaine cruciale qui vous portera ou pas à la tête de la France. Quel sentiment chez vous prédomine ? On dit que vous vous êtes délepénisée. D'ailleurs, les gens vous appellent Marine. Délepénisée, autrement dit, vous ne faites plus peur. Depuis 5 ans, vous vivez en coloc avec votre amie d'enfance. Oui. Qu'est-ce que ça dit de vous ? Comme sur tant d'autres sujets, heureusement qu'il existe des collectifs et des médias indépendants pour fournir un travail de fond, sans relâche et au prix de nombreuses pressions. Mais dans les grands médias, la fameuse dédiabolisation est devenue une pratique professionnelle à part entière. En particulier à partir de 2011, au moment où Marine Le Pen a succédé à son père à la présidence du parti. À cet égard, le politiste Alexandre Désé a montré comment les sondages et leur mésusage médiatique ont contribué, je cite, à la construction d'une réalité en partie irréelle du parti, en le présentant comme une organisation renouvelée,
en surévaluant de manière quasi systématique son potentiel électoral ou encore en accentuant sa normalité au prix d'une interprétation biaisée des résultats d'enquête. Et en effet, impossible de ne pas dire un mot de ce duo sondage-média qui n'en finit plus de polluer le débat public et dont le rôle dans la promotion de l'extrême droite est absolument accablant. Tout au long du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les journalistes politiques ont par exemple commandé, diffusé et commenté en continu des artefacts consolidant l'idée d'un second tour Macron-Le Pen à l'élection présidentielle. En 2023 encore, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, la profession a renoué avec ce journalisme de pronostic en décrétant que le RN serait le grand gagnant de la crise. Les journalistes ont alors imposé une nouvelle fiction totalement performative au cœur de l'agenda. La centralité politique de l'extrême droite, qui n'a pourtant joué aucun rôle, ni dans la construction et l'animation du mouvement social, massif, ni dans le travail parlementaire. Et pourtant, sur la base de rien d'autre que des bruits de couloir et quelques sondages minables, le mot d'ordre Le Pen grande gagnante a été imposé à la une des journaux, jusqu'au 1er mai. En plein mouvement social, la messe était déjà dite. Comme d'habitude, la machine médiatico-sondagière s'est complètement emballée. Et de Le Pen grande gagnante, on est passé à Le Pen favorite pour 2027. Le slogan a été littéralement diffusé en continu par BFM TV. Il a cadré d'innombrables débats. Mais on ne pouvait y échapper nulle part. Sur toutes les chaînes, en boucle. Partout. Tout le temps. Dans la plupart des médias, le processus de banalisation est donc totalement achevé, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. À la même période, entre le 17 janvier et le 7 mai 2023, 7 cadres du RN ont cumulé à eux seuls 274 invitations dans les médias dominants, soit en moyenne 2,5 fois par jour. Notre décompte inclut 87 passages dans les matinales audiovisuelles, dont 8 sur France Inter. Évidemment, avec l'élection de 89 députés à l'Assemblée nationale, en 2022, de nouvelles têtes ont émergé et les médias contribuent généreusement à bâtir leur notoriété. Comme l'expliquait le politiste Éric Darras, les chaînes d'information en continu agissent comme des incubateurs de ministrables. Elles élargissent la surface audiovisuelle massive et continue dont bénéficie historiquement le RN. En 2019, il constatait ainsi, je cite, que depuis plus de 20 ans, hors période électorale, le FNRN s'avère être la seule formation politique significativement, voire quotidiennement présente dans les médias dominants pour contrebalancer les discours des deux partis de gouvernement, PS et RPR-UMP-LR. Entre août 2014 et août 2016, Marine Le Pen a été la 5e personnalité la plus invitée dans les JT de TF1, la 6e dans ceux de France 2. Le politiste ajoutait alors « Le FN ne disposant pas d'un groupe parlementaire, les rédactions pouvaient juridiquement lui refuser, hors période électorale, pratiquement tout accès à la radio et à la télévision. Ce droit, que les directions juridiques des chaînes opposent par ailleurs régulièrement pour toutes les autres formations politiques non représentées au Parlement, dont celle située à gauche du PS. Abyssal, ce déséquilibre nous emmène à notre 4e et dernier point. La normalisation médiatique de l'extrême droite est d'autant plus puissante qu'elle s'appuie, depuis plusieurs décennies, sur un discrédit médiatique permanent des mobilisations et des perspectives portées par le mouvement social et la gauche de gauche, c'est-à-dire celles et ceux qui refusent de s'aligner sur les dogmes néolibéraux et le cours autoritaire de la vie politique. Ce discrédit est le produit, en premier lieu, de la mise en scène de débats systématiquement mutilés dans les médias. Le traitement des questions économiques est sans doute le meilleur exemple. Depuis plus de 40 ans, l'hégémonie de la doxa libérale dans les médias dominants, dont les rouages et les symptômes sont multiples, aura été du pain béni pour l'extrême droite. Si Marine Le Pen peut se présenter comme une alternative à la pensée unique, véhiculée tant par la droite que par la gauche de gouvernement, c'est parce qu'elle aura été grandement aidée en cela par les journalistes. Marine Le Pen avait raison. L'UMPS existe. Elle l'a vu de près. D'abord, parce que si les propositions sociales de rupture et les alternatives réelles à l'ordre capitaliste sont très majoritairement de gauche, elles sont inexistantes ou discréditées médiatiquement. Pire, les grands médias réussissent le tour de force de présenter leurs défenseurs en partenaires malgré eux du RN et à faire passer des combats historiques de la gauche pour des propositions du RN. Voyez, par exemple, ces deux masterclass signés France Info, Service Public. Vous êtes pour la retraite à 60 ans ? Oui. Oui ? Oui. Comme Marine Le Pen ? Ah bah,
Ouais, enfin, je suis pour Marine Le Pen, mais je suis pour la retraite. Souvenez-vous, quand le social était un sujet de gauche, c'est désormais Marine Le Pen qui est en pointe sur la question, en étant habile. Qui empêche un Jordan Bardella ou toute autre figure de droite de tenter de récupérer l'écologie pour 2027 ? Plutôt que de prendre bêtement la communication de l'extrême droite pour argent comptant, un journalisme digne de ce nom parlerait des politiques que vote le RN à l'Assemblée nationale et surtout des progrès sociaux portés par la gauche auxquels il fait barrage. Mais c'est très rarement le cas. Et loin d'être un exemple isolé, le propos de France Info fait office de leitmotiv chez les grands banalisateurs. Natacha Polony, Marianne, 20 avril 2022. Soyons honnêtes, il y a dans son programme des choses qui semblent sortir tout droit des articles que Marianne écrit depuis 25 ans. Sur l'aménagement du territoire, sur les services publics, sur la nécessaire relocalisation de l'économie, sur la régulation face au laisser-faire et au règne des flux. La question sociale, elle est associée profondément au Rassemblement national. Le Rassemblement national est le porteur de la question sociale. Parce que le grand n'importe quoi semble être la norme, autant franchir toutes les limites, par exemple à la Provence, en pleine entre-deux tours, le 15 avril 2022. Le traitement médiatique des mouvements sociaux est un deuxième point important pour démontrer le rôle délétère de la doxa économique dans le processus de banalisation. Depuis les années 80, les médias dominants ont promu unanimement les contre-réformes néolibérales, forcément inévitables, nécessaires et modernisatrices. Parallèlement, les mouvements sociaux qui s'y sont opposés, desquels le RN a évidemment toujours été absent, ont été systématiquement discrédités, jusqu'à faire l'objet d'un pilonnage acharné dans les médias. Le RN en récolte les fruits, essentiellement parce que ce matraquage à sens unique contribue à délégitimer toutes les forces de gauche, politiques, syndicales, associatives, et surtout à figer dans les imaginaires le slogan de Margaret Thatcher « Il n'y a pas d'alternative ». Présenter le paradigme néolibéral comme indépassable, l'injustice et les inégalités sociales comme relevant du fatalisme, voilà qui aura largement crédibilisé l'extrême droite et conforté le vote RN. Dans la même veine, difficile de ne pas mentionner l'invisibilisation et le matraquage que subissent les luttes antiracistes en France. Les exemples sont infinis. Que l'on pense au traitement médiatique indigent de la mort d'Adama Traoré, aux manifestations réclamant justice et vérité menées par de nombreuses familles de victimes et par le comité Adama, aux luttes des associations pour la défense et la protection des exilés, ou encore aux luttes des sans-papiers. En dehors de quelques niches, à la radio ou dans la presse, le racisme systémique, pourtant documenté par quantité de travaux en sciences sociales, est l'un des sujets auxquels les chefferies médiatiques font systématiquement barrage. Au pire, il fait l'objet d'un déni constant. Au mieux, il est discuté comme s'il n'était qu'une opinion. Juste le racisme systémique en France, non. Tous les jours. Non, tous les jours, je ne dis pas qu'il y a du racisme. Tous les jours. En revanche, la France n'est pas, je ne pense pas, un pays raciste systémique. Arrêtez, c'est diffamer la France, c'est diffamer son pays. Mais la France, c'est quoi ce qu'on a inventé, de ce dont on a hérité. C'est ça, on a réglé tous les problèmes en 1789. J'ai pas dit qu'on les avait tous réglés. On est un pays universel. Mais je vous dis que moi, je n'adhère pas à ce discours du racisme systémique en France. C'est tout, j'ai le droit. Enfin, le discrédit de la gauche de gauche, et tout particulièrement de la France insoumise dans l'ensemble de l'éditocratie, aura participé, en creux et dans un terrible renversement, à la crédibilisation médiatique du RN. Ça a commencé il y a plus de 10 ans. Et en 2012, renaissait la petite musique des extrêmes en un seul mot. Depuis lors, elle n'a jamais cessé. Le Monde, en particulier, aura été l'un des grands artisans de cette mystification. Jusqu'à aujourd'hui, où le quotidien dit de référence continue de s'en donner à cœur joie. En 2022, c'est le rédacteur en chef adjoint du Républicain Lorrain qui synthétisait la ligne de la quasi-totalité des chefferies éditoriales. Dans un cercle comme en politique, les extrêmes se rejoignent. Des éléments qu'on court à réunir, superposer et finalement confondre les lignes des radicalités d'extrême gauche et d'extrême droite. Médiocres, toutes ces mises en scène sont omniprésentes dans le commentaire d'actualité. La gauche en ressort systématiquement discréditée et l'extrême droite totalement banalisée. Mais il faut dire que le phénomène s'est très nettement renforcé au cours des 10 dernières années. Les cabales médiatiques contre les courants progressistes ont été de plus en plus fréquentes et violentes au rythme des coups que leur apportait une part importante de la sphère politique. Sur tous les terrains, la criminalisation des opposants s'est adossée à une normalisation du discours de l'extrême droite les concernant. Rappelons-nous les croisades du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin contre l'écoterrorisme ou le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Des mots d'ordre qui n'ont fait que s'ajouter à la longue liste des emballements politico-médiatiques piétinant toute voix dissidente.
Parmi les plus virulents, l'interminable traque des islamo-gauchistes en 2020 et 2021. Une véritable chasse aux sorcières qui a trouvé un prolongement spectaculaire au lendemain du 7 octobre 2023 et des massacres perpétrés par le Hamas. Une stigmatisation systématique des mobilisations et des voix solidaires du peuple palestinien, suspectées de bienveillance et ou de soutien au terrorisme, et un désengage en règle de la France insoumise. La France insoumise y joue un jeu très dangereux. Assiste-t-on à une dieudonisation de Jean-Luc Mélenchon? Samedi, les masques sont tombés, le gauchisme anticlérical se fait le compagnon de route du clergé chiite et l'antiracisme devenu woke s'accommode de l'antisémitisme. Je l'ai tweeté et je l'assume, Monsieur Mélenchon est devenu le porte-parole du Hamas en France. Qu'ils aillent chercher les voix des terroristes, il faudra qu'ils rendent des comptes à un moment. Moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule. De fait, nous assistons depuis 8 mois, en continu, à la plus vaste campagne de diabolisation que la sphère politico-médiatique ait entreprise à l'endroit de mouvements contestataires et de la gauche sociale et politique au cours des dernières décennies. Une campagne de diabolisation qui rejoint, fait écho et finalement redouble les thèses et les obsessions du RN. Ces séquences d'hystérie médiatique, elles accompagnent et promeuvent, plus ou moins consciemment selon les cas, l'agenda d'acteurs politiques qui poursuivent une réelle contre-révolution réactionnaire. Au mépris du débat démocratique, elles piétinent généralement tous les fondamentaux journalistiques et renforcent, chaque fois davantage, une dynamique à deux faces. La stigmatisation d'organisations et de personnalités de gauche exclues de l'arc républicain, la légitimation des responsables d'extrême droite, distingués, si ce n'est célébrés pour leur position jugée raisonnable et modérée par les professionnels du commentaire. Alors qu'on se le dise, le projet néolibéral connaît une crise d'hégémonie prolongée. La conflictualité des mouvements sociaux s'intensifie et nous affrontons aujourd'hui une crise politique aiguë. Au fil de ce long processus, les chefferies médiatiques, sociologiquement solidaires des intérêts des classes dirigeantes, se sont radicalisées et agissent par intérêt bien compris. Aujourd'hui, la peur de Mélenchon est plus grande que la peur de Le Pen, synthétisait il y a 1 an, et de manière totalement performative, le chantre du cercle de la raison, Christophe Barbier. Aux mains de grands industriels milliardaires, les médias dominants ne sont plus un barrage à l'extrême droite, et ce, depuis bien longtemps, tant ils contribuent depuis plusieurs décennies à sa légitimation et à sa promotion. Le moment qui s'est ouvert avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin marque un tournant, une accélération et un basculement. À la veille des élections législatives, la diabolisation hystérique de LFI et du nouveau Front populaire en est le symptôme le plus évident. LFI et Jean-Luc Mélenchon, qui ont basé leur campagne uniquement sur le fait de l'antisémitisme, de la haine et de la détestation de l'autre, vont faire un Front populaire. La gauche, c'est la gauche de la honte. C'est le front de la honte. C'est un accord, à mes yeux, épouvantable, honteux. C'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. J'aurais pas envie de faire alliance avec des gens qui ont trempé là-dedans. Parce qu'à gauche, pour passer des alliances, vous pouvez passer des alliances avec n'importe qui, et même immonde, c'est ce qui est en train de se passer. Vous pouvez vous asseoir sur tout ce que vous êtes, cracher sur des lignes rouges comme l'antisémitisme. Une union, là, l'union peut, avec des antisémites, des vrais, des anti-parlementaristes, des vrais, des factieux, des vrais. Il y a une partie de LFI qui est tout simplement dans une stratégie qui correspond exactement à ce que les fascistes ont fait dans les années 30. Des LFI pervers, cyniques. Et plus directement, on assiste au glissement explicite d'une fraction du champ journalistique dans les bras de l'extrême droite. Vincent Bolloré et Éric Ciotti sont de mèche. Pascal Praud fait campagne pour l'union des droites. La direction du Figaro assume enfin au grand jour son extrême droitisation en saluant le rapprochement d'Éric Ciotti avec le RN. Cyril Hanouna tente d'organiser en direct de son plateau la fusion de Reconquête et du RN, etc., etc. Moi, par exemple, moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où ? On va dans ton cul. En interne, il existe bien quelques résistances. Le jeune collectif des journalistes antiracistes Ajar donne de la voix. Des grèves de salariés des médias se déclenchent, les syndicats de journalistes sonnent l'alerte. Ils sont peut-être minoritaires, mais il faut les soutenir, en particulier parce que certains contestent la domination des tenanciers des médias et la concentration du pouvoir éditorial entre les mains des éditocrates. Mais surtout, il est grand temps de politiser cette contestation et qu'une bonne fois pour toutes, la gauche se saisisse de la question médiatique et en fasse une question politique prioritaire.
Des perspectives existent en ce sens dans le programme du nouveau Front populaire, et c'est tant mieux. Mais il faut que nous toutes et tous militions en ce sens et qu'on fasse pression pour beaucoup plus de radicalité. Depuis 30 ans, Acrimed mène ce combat, porte des perspectives de transformation radicale des médias et appelle à une réappropriation démocratique de l'information. On est aujourd'hui au bord du gouffre. Les médias dominants ont contribué à nous y précipiter. Ça devient vraiment pressant. 30 ans de renoncement à se saisir du problème des médias et à en faire une question politique essentielle. Alors, faudra-t-il encore attendre 30 années supplémentaires pour faire de l'appropriation réellement démocratique des médias une étape indispensable de la transformation économique et sociale? Faudra-t-il laisser 30 années de plus les chiens de garde parler pour nous et agir à notre place? Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce 3e épisode de 4e Pouvoir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Blast. Par ailleurs, je vous rappelle que si cette émission est possible, c'est grâce à tout le travail fourni par Acrimed et donc à toutes les personnes qui soutiennent l'association. Alors n'hésitez pas à visiter le site internet et à nous soutenir. Merci.